Bonjour, projet Pinget numéro 7, on est le 10 novembre 2018 et ça devient un peu le rythme normal ou le rite structurel dans ce projet. C'est la numéro 7 et les vidéos impaires sont consacrées à des sortes de causeries intermédiaires, informelles, à bâton rompu, on va voir sur quel sujet aujourd'hui. Les numéros pairs étant consacrés aux vidéos plus abouties, plus montées, plus structurées, consacrées à un livre en particulier. Et je rappelle que dans ce projet Pinget, je le rappelle surtout si vous rejoignez ça en cours de route, dans ce projet Pinget, je me suis fixé pour objectif de relire toute l'œuvre de Robert Pinget par ordre chronologique de publication, donc un livre après l'autre, et d'en faire des vidéos. Et donc la traduction en quelque sorte concrète de ce projet, c'est dans cette série de vidéos dont vous êtes en train de regarder la numéro 7. Donc là, c'est la numéro 7 et ça va être donc une causerie intermédiaire. Alors tout d'abord, avant de dire un certain nombre de petites choses au titre de cette causerie intermédiaire, c'est pour dire que ça fait bientôt 2 semaines que j'ai fait la 6e vidéo, que j'ai publié la 6e vidéo consacrée au 2e livre de Pinget, Mahut ou le matériau. Donc la numéro 4, c'était Entre Fantôme et Agappa, la numéro 6, Mahut ou le matériau, la numéro 8, ça sera Le Renard et la Boussole, le 3e livre publié de Pinget. Mais je voulais dire, ben voilà, le rythme n'est pas très soutenu, mais je vous rappelle que ce projet s'ajoute à la totalité de ce que je dois faire par ailleurs dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, et bien évidemment, j'ai jamais pensé que je relirais les 30 ou 40 livres de Pinget en 5 ou 6 mois, c'est pas du tout l'objectif. L'idée c'est de le faire, l'idée c'est de faire les films. Alors la raison pour laquelle quand même je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour essayer justement de marquer un peu le rythme et de ne pas laisser passer 2 ou 3 semaines sans faire de vidéo. Alors cela dit, en début de semaine prochaine, je serai en déplacement professionnel à Lyon, mais j'ai bientôt fini, en fait j'ai fait exprès de lire lentement, en m'interrompant, Le Renard et la Boussole, de relire Le Renard et la Boussole, mais j'ai bon espoir tout de même de faire la vidéo numéro 8, donc consacrée au Renard et la Boussole, d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc on va rester sur un rythme normal de croisière, une vidéo peut-être tous les 10 jours et une lecture spécifique de livres toutes les 2 ou 3 semaines. Dans la vidéo numéro 5, j'ai parlé de la collection d'anthologies de textes par siècle, qui était une anthologie scolaire, publiée aux éditions Magnard. Il se trouve que ces livres qui m'ont beaucoup accompagné pendant mes années de lycée et que j'ai continué un peu à suivre, eh bien j'ai fait suivre dans mon lieu de résidence principale et donc à Tours. Ça m'a accompagné partout, ils ont fait tous les déménagements. Celui qui est consacré au Moyen-Âge et qui est de Michel Galli et Christiane Marcello-Nizia, et celui du 20e, qui a énormément compté pour moi. J'ai passé des après-midi et des soirées à lire ça quand j'étais en seconde, première, terminale, et j'en ai tiré quand même beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, beaucoup de noms d'auteurs aussi, et ça m'a donné envie d'en lire certains, et ça m'a donné surtout pas envie d'en lire d'autres. Et ce volume du 20e, Magnard, 20e siècle, textes et contextes, ces auteurs, et c'est vraiment une excellentissime anthologie de littérature du XXe siècle, sont Christian Bier, Jean-Paul Brigelli, qu'on ne présente plus je pense, et Jean-Luc Rispail. Et comme je le pensais, dans la vidéo numéro 5, j'avais dit que toutes ces anthologies, La Garde des Michards, le Darcos, etc., ne consacraient aucune espèce d'espace à Pinget. Eh bien, mon souvenir ne m'avait pas trompé. Dans le Brigelli, Bier et Rispail, il y a 4 pages, pas moins, consacrées à Pinget. Là, la section 316, qui est consacrée à un extrait de l'Inquisitoire, qui est mis en parallèle d'ailleurs avec un extrait de la traduction française de Américain d'Amérique, de Gertrude Stein, et ça c'est un parallèle que j'avais oublié et qui me titille, on en reparlera peut-être. Et puis la section 317, qui est consacrée à 2 extraits de quelqu'un, un petit extrait de l'Apocryphe également, et à 2 textes brefs critiques de Dominique Rollin et de Tony Duvert, consacrés donc au roman des années 60 publié par Robert Pinget. Donc l'Inquisitoire et quelqu'un, c'est des choix relativement classiques, c'est pas étonnant, c'est les 2, ça fait partie, on va dire, des 2 livres qui ont eu le plus de succès et les plus commentés de Pinget. On n'y vient pas encore, parce que moi je suis encore coincé en 1953 avec Le Renard et la Boussole, mais on y viendra. Bien, c'est des livres qui méritent entièrement leur succès et l'estime dans laquelle ils sont tenus. Voilà, mais c'était pour signaler que voilà, cette anthologie, qui ne doit plus être disponible depuis très très longtemps, elle a 30 ans à peu près, c'est vraiment, c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi, qui compte encore, il n'est pas loin, je le tire des étagères. On en vient au point principal
de ma causerie d'aujourd'hui. Et le point principal de ma causerie d'aujourd'hui, c'est un problème que j'ai eu en relisant Le Renard et la Boussole. Et pour le dire très franchement, c'est le problème de la question, on va dire le problème, oui, du traitement de la figure du juif et du juif errant. Alors, la prochaine vidéo parlera plus en détail du Renard et la Boussole, mais pour résumer à grands traits ce dont parle Le Renard et la Boussole, c'est un récit à la première personne d'un narrateur qui se prétend écrivain et qui s'appelle John Tentouin Porridge. Et la première et la dernière phrase du roman, c'est « Je m'appelle John Tentouin Porridge ». Bon, un nom très évidemment farcesque, clownesque, qui accompagne un petit peu le côté dérisoire de l'entreprise d'écriture de ce personnage. Et c'est un personnage qui est représenté au début du roman en train d'hésiter entre de très nombreuses choses et qui finit par se dire qu'il va écrire un livre. Et il écrit un livre, page 22, je le lis, « Mon renard se précise ». Et donc c'est parce qu'il est en train d'inventer un personnage un peu bizarre de renard anthropomorphique. « Mon renard se précise, je l'imagine rencontrant un vieux juif qui va à Jérusalem. Renard est là, des poules fades de chez nous, son terrier le dégoûte, il pense, tant qu'à faire partons aussi, le juif retourne dans son pays, je ne le gênerai pas. Et il demande au juif de le suivre comme un chien. L'autre est d'accord, et il sent tellement mauvais que l'odeur de renard ne l'incommode guère, et pour les puces, ce sont les mêmes. » Alors, alors, tout le roman va raconter un petit peu un voyage, un aller-retour en fait, entre Fantoine, donc là, une des villes, un des lieux mythiques de la géographie de Robert Pinget, entre Fantoine et Israël. Et donc c'est un voyage en Israël totalement contemporain de l'écriture du roman, j'insiste bien là-dessus. 1953, c'est peu après la naissance de l'État d'Israël, donc c'est un roman qui va en quelque sorte parodier les récits de voyageurs qui rendent compte du miracle israélien, de la naissance de l'État d'Israël, du fait qu'un des millions de juifs du monde entier affluent vers Israël pour participer à cette aventure collective et nationale. Il y a des pages sur les kibbutz, etc. Donc ça, c'est le contexte un peu général. Ce qui est un peu frappant, et ça vous aura peut-être frappé dès cette page 23, c'est en quoi le récit, qui mythifie une sorte de renard qui est, entre autres, j'anticipe un peu sur l'analyse qui sera dans la 8e vidéo, mais ce renard, c'est une sorte de figure du paria, c'est le renard du roman de Renard, oui, c'est celui qui est en marge de la société, c'est celui qui est mis au banc de la société. Ce renard anthropomorphique est donc le juif errant, puisqu'il est dit à de très nombreuses reprises que c'est le juif errant, donc il a d'ailleurs plusieurs noms, il s'appelle David dans le roman, enfin il a d'autres noms, c'est une figure du juif errant, et donc ce qui est très frappant, c'est que, alors qu'on se trouve en 1953, dans un roman qui traite de manière très contemporaine de la création de l'État d'Israël et les premières années de l'État d'Israël, ça reprend en partie une rhétorique qui est une rhétorique antisémite. Et là, c'était peut-être pas très clair, il demande aux juifs de le suivre comme un chien, il sent tellement mauvais, etc. Donc il y a la bestialité du vieux juif qui sent très mauvais, bon voilà. Donc ça, c'est quand même assez frappant. Et puis à la page suivante, je cite en enlevant une partie du contexte, c'est un roman qui fonctionne tellement dans des espèces de décalage soudain, d'absence de transition, que c'est très très difficile de couper, enfin d'extraire des morceaux. Donc je le signale, voilà, je suis en train de faire un découpage, et c'est pas toujours très pertinent. J'ai laissé en plan ma démonstration où se trouve l'astuce que je reniflais. Peut-être dans le fait que renard et raisin sont comme blanc et noir, on les assemble pour mieux les opposer, le raisin juteux déborde de bien-être comme un secret d'alcôve, et le renard tout sec, tout pointu, rôde sa vie entière. Oui, j'ai tout de suite pensé aux juifs errants, c'est l'idée d'inconfort et de destin irréalisable. Donc là, on suppose que c'est le narrateur John Tentouin Porridge qui est en train de parler du livre qu'il est en train de concevoir. La phrase de la Bible, certainement qu'avec piété, on l'interprète de travers. Je ne sais ce qu'on en dit, mais moi je vois très bien le pauvre Youpin qui l'a écrite. Il venait de trouver une bonne amie et une casbah, c'était enfin le repos après les déménagements continuels de son enfance. Toutes ces histoires d'exode qu'on lui rabâchait à l'école entre deux campements, il vient de prendre pied. Il lui a planté en signe de permanence un cep de gros rouge pour encadrer la fenêtre où sa bourgeoise écosse les pois, et il dit « Mes amis, méfiez-vous de ces affreux petits désirs de voyage, qu'est-ce que ça rapporte? L'inquiétude est bonne pour les commis, c'est les minables. » Et bon, évidemment, ce qui frappe le plus ici, au milieu de ma lecture, je me suis arrêté dessus, face caméra, c'est évidemment le mot de Youpin, qui est un mot atrocement antisémite, une insulte, qui se trouve bien entendu dans les pamphlets antisémites de Céline, entre autres. Et évidemment, quand j'ai lu ça, et ça m'a un petit peu quand même perturbé. Si on continue, et je vais revenir là-dessus, je ne le laisse pas comme ça,
Si on regarde un petit peu tout ce qui relève en fait de la caractérisation stéréotypique, je dis même pas raciste ou antisémite, mais déjà stéréotypique du juif, on la retrouve, page 41, Renard attendait, David se caressait la barbe sans nervosité, l'attente ne lui coûte pas, et peut-être son calme, comme celui des aveugles, aidait-il à la dérivation dans le cœur de Renard de tout ce qui faisait sa différence à lui, juif errant, non sa qualité d'errant, puisque Renard en est un, mais le sentiment de son importance, peut-être même de son irrémédiable importance, mais ceci est une supposition. Et là encore, on a, sur un ton extrêmement hypothétique, toute cette question, bien évidemment, d'un certain nombre de clichés sur la supériorité ou la prétendue supériorité que s'attribuerait le peuple juif, qui est un autre quand même cliché, il me semble, de la rhétorique antisémite. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, donc je dis tout ça avec prudence. Page 50, pour contribuer un peu au débat. Mon projet de parler d'Israël est arbitraire, puisqu'avant de partir, je n'y songeais pas, j'avais d'autres choses à dire, ou faut-il croire qu'elles n'auraient pu être dites, qu'elles fussent mortes faute de soins. Attention, rien ne meurt si l'on est sur ses gardes, donc scrupuleusement soignés et guéris de leur chétivité, ces choses auraient eu droit au chapitre ou au contraire, mais il n'y a plus de contraire, à moins de se dire, avant même de commencer, il y en avait une qui voulait être dite et qui s'est arrangée pour t'y obliger, c'est le fatalisme. Bon, c'est très confus, j'ai fait exprès de le lire très vite, vous avez le droit de revenir en arrière et de réécouter ce passage-là. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est mon projet de parler d'Israël est arbitraire. Et donc ce qui est mis en scène ici, et je vais y venir, c'est la mise en scène même de la confusion de l'écrivain, pas de l'écrivain, de la figure de l'écrivain dedans, c'est-à-dire ce narrateur fictionnel, John Tintouin Porridge, qui a décidé d'écrire une histoire sur un renard, on ne sait pas d'où sort ce renard, il rencontre le juif errant, c'est n'importe quoi total, d'un certain point de vue, c'est une sorte de point de départ totalement loufoque, et ça finit par structurer la quasi-totalité du livre Le Renard et la Boussole, à savoir que l'essentiel du livre Le Renard et la Boussole est consacré aux aventures de Renard et du juif errant en Israël, avec des rappels réguliers du fait que c'est le point de vue de John Tintouin Porridge. Ce qui me perturbe, pour ne pas traîner plus par rapport à ça, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que il y a une réponse très évidemment littéraire à cette question-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des éléments de clichés antisémites, de rhétorique antisémite dans ce livre. La réponse la plus évidente, elle n'est peut-être pas si évidente que ça d'ailleurs, mais la réponse la plus évidente pour quelqu'un comme moi qui suis spécialiste quand même de littérature et notamment de narration, c'est que c'est le personnage du narrateur, c'est-à-dire c'est John Tintouin Porridge. Il y a dans l'idéologie d'ailleurs, dysfonctionnelle, on va dire ça comme ça, il y a dans l'idéologie de ce John Tintouin Porridge un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, et notamment des sortes de retours d'antisémitisme. Il y a quelques allusions d'ailleurs, j'ai pas retrouvé les pages, il faudrait que je recherche, mais il y a quelques allusions d'ailleurs à la Shoah, à l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça c'est pas du tout passé sous silence au demeurant. Donc il y a ces espèces de retours d'antisémitisme, jusqu'au... l'élément le plus évident, vous voyez, c'est à la page 25, l'utilisation du mot youpin. D'ailleurs, je sais qu'il revient à une ou deux autres reprises, je n'étais pas noté les pages, et là, j'ai pas eu le temps de les rechercher. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse qui, en plus, moi, me paraît être vraie. La plus pertinente, c'est que effectivement, Robert Pinget écrit un roman dans lequel il met en scène un écrivain raté qui affabule une sorte d'histoire un peu délirante, un peu bizarre, d'un juif errant retournant en Israël après la Seconde Guerre mondiale, et il le dit avec ses mots à lui, qui sont les mots de l'antisémitisme ordinaire, plus ou moins larvés, plus ou moins dissimulés, mais qui sont les mots de l'antisémitisme ordinaire. Donc il n'est pas du tout question de dire « Le Renard et la Boussole » est un texte antisémite ou je sais pas quoi. Moi je suis convaincu que c'est pas le cas, que c'est pas ça du tout. Ce qui m'interroge par rapport à ça, c'est que j'avais aucun souvenir de ça, puisque le projet Pinget, je le rappelle, c'est une relecture. Ça veut dire aussi que je vais faire des sorte d'aller-retour mémoriel. J'ai lu Le Renard et la Boussole il y a 25 ans, je pense, je l'ai acheté en 1993, et je ne me rappelais pas du tout avoir été gêné par des aspects antisémites, je me rappelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a beaucoup dit, on n'a pas dit grand-chose. À partir de là, il y a plusieurs hypothèses. Je ne m'en rappelais pas parce que sur le coup, ça ne m'avait pas marqué. Où ça m'a marqué, et aussitôt j'en ai conclu, parce que j'étais déjà étudiant en littérature, tout ça, voilà, je lisais beaucoup, j'en ai tout de suite conclu ce que je viens de dire avant, à savoir c'est pas l'écrivain, c'est pas le texte, c'est pas le roman, c'est pas, comment dire, c'est pas oui, c'est pas Robert Pinget, pour aller vite, qui est antisémite, c'est le personnage du narrateur-écrivain qui exprime des relents d'antisémitisme dans sa langue écrite.
Bien. Ce qui est certain, je pense, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, ça m'a beaucoup plus gêné qu'en 1993. Et j'ai été obligé de faire tout ce retour dialectique. Et je pense fondamentalement que la littérature, que les spécialistes de littérature, c'est-à-dire les écrivains évidemment eux-mêmes, et les gens qui les analysent, les critiques, au rang desquels je vais me compter brièvement, mais les critiques doivent impérativement rappeler ce principe que la littérature ne doit pas coïncider avec une forme de bien-pensance journalistique. À savoir que la littérature est un lieu dans lequel peuvent s'exprimer des idéologies condamnables, du moment que c'est dans le cadre d'un dispositif littéraire et que c'est pas un pamphlet, l'expression de l'opinion de l'auteur, etc. En quel cas ça tombe de toute façon sur le coup de la loi, dans le cas de l'antisémitisme ou du négationnisme, bien entendu. Donc je pense qu'il est fondamentalement essentiel de rappeler ce principe-là. Il y a quelques années, enfin il y a 3 ans je crois, quand il y a eu toute cette polémique autour de Soumission de Houellebecq. Moi, Houellebecq, c'est pas un écrivain que j'aime particulièrement, il m'ennuie plus qu'autre chose. Bon, je trouve que Soumission est un de ses meilleurs livres, moi c'est son livre qui m'a le plus accroché en l'occurrence, et toute la polémique partait d'une sorte de gigantesque contresens, à savoir qu'on a prêté à Houellebecq un certain nombre de démonstrations argumentatives ou idéologiques qui émanent très clairement dans son roman de personnages, et de personnages dont à de nombreux moments d'ailleurs la prose se distance, à savoir qu'il y a des points de vue et des contre-points de vue. Donc il ne faut surtout pas perdre de vue cette idée que la littérature, la prose narrative notamment, quand elle est de bonne qualité, justement, met en écho et met en conflit des idéologèmes, si vous voulez, des contenus idéologiques qui sont conflictuels, qui sont hétérogènes et qui ne sont pas réductibles au point de vue de l'auteur, en quelque sorte. Donc il faut vraiment qu'on réaffirme ça. Donc, Houellebecq, je ne sais pas, mais Soumission n'est pas un roman islamophobe, est un texte qui n'est pas du tout islamophobe. D'ailleurs, à mon avis, c'est même pas du tout un texte sur l'islam. On n'est pas là pour parler de Houellebecq, on est là pour parler de Pinget, mais Soumission de Houellebecq n'est pas un texte sur l'islam, c'est principalement un texte sur la France, en fait, et notamment sur la décadence des intellectuels et de l'université française. Si c'est un texte qui est extrêmement dur dans sa critique, il est très dur pour l'université française, mais pas pour l'islam, en fait. Je referme la parenthèse concernant Houellebecq. Donc pour en revenir à Pinget, je me dis que si ça m'a autant marqué quand je l'ai lu là, et si j'ai eu autant besoin moi-même de me dire ben non, Pinget n'était pas antisémite, c'est pas du tout ça qui se passe dans ce livre-là, ça ne va pas m'empêcher de faire un certain nombre de vérifications et d'être attentif à cette question-là, parce qu'on ne peut pas non plus, comme ça, dire non, non, Pinget n'est pas antisémite parce que j'aime Pinget, ça n'aurait aucun sens. Pas... Oui, je me suis dit que la raison pour laquelle cette fois-ci ça m'avait plus perturbé qu'il y a 25 ans, c'est parce qu'effectivement, on est entouré de visions de la littérature et de discours sur la littérature qui voudraient justement que la littérature soit entièrement idéologiquement correcte. Et que comme la littérature est foncièrement le contraire de ça, la littérature et la critique littéraire doivent résister à cette pression idéologisante. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc je pense que ce qui s'est passé entre il y a 25 ans et aujourd'hui, c'est que moi j'ai changé, j'ai vieilli, j'ai pris de la bouteille, on peut penser à plein de choses. J'ai fait une thèse en post-colonial, ça m'a forcément rendu nettement plus sensible à toutes ces questions-là. Mais il y a aussi, à mon avis, le fait que dans la société globalement, ce discours selon lequel la littérature peut être porteuse de discours idéologiques condamnables, mais à l'intérieur d'un dispositif complexe, qu'il soit moderniste ou postmoderne d'ailleurs, n'est pas la question. Voilà, le fait que ce discours est de plus en plus difficile à tenir parce qu'il y a une pression idéologique que l'on peut appeler de politiquement correct ou de ce qu'on veut, mais voilà, donc je pense qu'il y a cette question-là. Donc c'est ça qui moi, m'intéresse. Oui, je vais terminer cette vidéo qui est trop longue de toute façon, mais on voit bien que le sujet méritait un petit peu de s'y étendre. Alors déjà, oui, ici, en citant la page 88, parce que j'avais dit que je la citerais, mais aussi en reliant cette question de du politiquement correct et de la nécessité de maintenir la possibilité dans une œuvre de parler, d'utiliser des termes qui sont des insultes racistes ou des insultes antisémites, du moment que c'est dans le cadre voilà, d'un dispositif littéraire qui est un dispositif littéraire complexe. Il y a eu, il y a quelques années, un livre de Dimitri Bortnikov, je crois, je dois avouer que là je parle sans y avoir pensé avant, donc je n'ai pas vérifié du tout, je crois que ça s'appelait Repas des morts ou Festin de mort, qu'on a vérifié, qui avait
là aussi, qui avait été vu comme un roman très provocateur, parce que il y a un narrateur qui tient des discours absolument épouvantablement racistes, et je crois d'ailleurs antisémites. Voilà, donc il y a tout ce contexte-là. Il y a autre chose qui... Je vais terminer ce trop long développement sur cette question-là, sur la question est-ce que... Bah, finalement, c'est quoi la question? C'est parti du fait qu'à la page 25 du Renard et la boussole, bah, je lis le mot Youpin et ça m'arrête. C'est normal que ça m'arrête. Et peut-être que Pinget en 53 n'anticipait pas à quel point ça pourrait peut-être arrêter en 2018, ça je ne suis absolument pas en mesure de le dire, mais c'est une chanson de Thiéphène dans laquelle il utilise le mot Youpin, en fait il utilise nègre et Youpin dans le même vers. En fait c'est totalement ironique, à savoir qu'il épouse le discours des militaires racistes, etc. Il rêve d'être en hélico à se faire du nègre et du Youpin. Et dans toutes les versions concert de cette chanson, quand il la chante depuis 10 ou 15 ans, il a remplacé nègre et du Youpin, à mettre je sais plus par quoi il a remplacé nègre, mais il a remplacé Youpin par Tonquin. Donc, se faire du nègre et du Youpin, dans la chanson de Thiéphène au départ, c'était une dénonciation du discours raciste, colonialiste, etc., des guerres coloniales et de l'impérialisme, français en l'occurrence. Il se trouve que 30 ans après la parution de cette chanson sur un album, c'était en 82 ou 83, il semble qu'il n'ose plus chanter ça sur scène. Parce que, sans doute, voilà, il craint un procès, il craint une polémique, il craint, voilà, je sais pas quoi. Et donc, certainement par autocensure ou par prudence, il remplace du nègre et du Youpin par du, je sais plus quoi, je sais plus ce que c'est, faudrait vérifier, et du Tonquin. Et donc, voilà, il a effacé les termes racistes explicites qui n'étaient pas des termes racistes de Thiéphène, qui n'exprimaient en rien le racisme de Thiéphène, mais qui au contraire exprimaient une satire, une parodie et une critique du discours impérialiste raciste. Donc moi, voilà, quand je m'étais aperçu de ça, lors d'un enregistrement d'un live de Thiéphène, je m'étais dit, waouh, on en est arrivé là, et il est obligé de s'auto-censurer, peut-être qu'il a eu d'ailleurs des courriers, des menaces, je sais pas quoi, mais c'est quand même inquiétant, parce que c'est un contresens fondamental sur la chanson. De même que dire que, pour moi, dire que Soumission est un livre islamophobe est un contresens. De même que, voilà, j'ai pas fini de le lire, mais on en reparlera. De même que conclure du fait qu'il y a le mot Youpin à la page 25 du Renard et la boussole et en conclure que c'est un livre antisémite est totalement un contresens. Parce que voilà, ensuite le livre est beaucoup plus complexe que ça. Je finis en lisant, quand même en rendant à César ce qui est à César, et donc je finis en citant du Pinget, parce que j'ai pas mal digressé, j'ai parlé de Houellebecq, j'ai parlé de Thiéphène, qui l'eût cru, en citant une page, donc la page 88. Un juif me dit, quand on est étranger ou juif, on a toujours quelque chose qui vous tracasse. Dans leur patrie aujourd'hui, ils n'ont donc plus cette arrière-pensée, mais je me demande si ne l'ayant plus, ils sont encore des juifs. Je me le demande, les voilà standardisés, bloqués dans leur évolution, donc dans leur vie juive. Ils sont morts et modernes, à d'autres de les remplacer. À moins que je ne sois un romantique dangereux. Je termine sur cette citation, mais je ne la laisse pas telle qu'elle. Là encore, c'est très probablement John Tintouin Porridge qui dit ça, qui tient un discours confus, enfin pas très cohérent ni très rigoureux idéologiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il s'auto-dénonce lui-même en disant « à moins que je ne sois un romantique dangereux », à savoir cette vision du juif qui est une figure exceptionnelle, à part, etc., même quand elle est valorisante, ou même quand elle est améliorative, participe en fait d'une forme d'antisémitisme. Ce qu'ici il appelle le romantisme dangereux. Donc voilà, donc c'était pour citer encore un autre extrait du Renard et la boussole et montrer que toute cette question de la judéité, Pinget a décidé de l'affronter de face quand même dans ce roman-là. Il choisit de faire écrire ce livre sur une visite d'Israël par John Tintouin Porridge. Il s'intéresse à un sujet qui est un sujet historique extrêmement contemporain, qui est la naissance de l'État d'Israël. Voilà. Mais tout ça était parti d'une sorte de réticence ou d'inquiétude ou de blocage que j'avais eu momentanément en lisant tout ça. Et voilà, je voulais en faire part. Ça dépasse très largement la question du renard et la boussole, comme on l'a entendu. Bon, je vais faire du montage parce qu'il faut couper dans tout ça.
Bien, je vais ajouter un peu des surtitres aussi. Bon, du boulot en perspective, c'est pas grave. Voilà, c'était la numéro 7, et la numéro 8 portera sur le renard et la boussole, mais de manière plus générale.